on va justement se rendre maintenant en Chine. Pour vous rappeler que le Hub Institute, le Hub Institute est présent en Chine depuis 7 ans, du coup via son partenariat avec le MBA DMB qu'on a ouvert, qu'on avait inauguré à l'époque, c'était très impressionnant. Et l'activité a continué à se développer, donc on a aujourd'hui un certain nombre d'étudiants experts dans les réseaux sociaux et dans l'engagement qui sont sur place et avec qui on a l'occasion de collaborer. Alors, vous allez avoir effectivement une masterclass sur 20 minutes, l'occasion de partager les grandes tendances et vous permettre de comprendre qu'est-ce que la Chine post-Covid, comment elle a accéléré. En fait, la Chine post-Covid, elle est sous le signe de la Renaissance. Donc en chinois, Zhengsheng, c'est vraiment cette idée et c'est la symbolique avec le phénix qui est là. C'est une renaissance qui a lieu. C'est un pays différent, c'est un pays extrêmement innovant avec, vous allez le voir, énormément de nouveautés et des comportements de consommateurs et sociaux qui sont très différents de ce qu'on a connu après Covid. Quelques points clés parce que pour démarrer, il faut démarrer des communautés de consommateurs, donc il faut démarrer des grandes villes. Donc nous, la plus grande, elle fait 2 millions de personnes, c'est Paris. Là-bas, on parle de tier 1, tier 2, tier 3 en termes de grandes villes. Et donc, vous le voyez ici, vous avez déjà en ligne numéro 4, Chongqing, que vous ne connaissez pas, qui est la grande ville du centre de la Chine, qui fédère déjà plus de 17 millions d'habitants et qui est extrêmement dynamique et qui produit énormément de richesses et d'énergie. Les villes sont organisées en Chine sous forme de tiers et le comportement des consommateurs et le type de boutique varient en fonction de ces différentes grandes tailles de villes. La deuxième grande tendance, c'est la forte accélération des marques chinoises. Quoi mieux que prendre le classement Interbrand, qui est le classement des marques les plus puissantes en Chine. Et c'est ce qu'on fait chaque année. On essaye d'analyser la croissance de ces marques les unes après les autres. Et donc, cette année, on a analysé une vingtaine de marques chinoises pour essayer d'analyser leur croissance, qui est entre 6 et 10% de plus par rapport à l'année dernière. Quelles sont ces marques? Et ces marques et leur croissance sont très symboliques par rapport à l'évolution de la consommation en Chine. Tout d'abord, vous avez ces marques automobiles comme Geely et BYD qui se sont fortement développées, mais sans KTL, c'est impossible pour elles d'exister puisque c'est le leader mondial de la batterie électrique et eux aussi sont fortement développés. Post-Covid, les Chinois ont refait leur intérieur, ils ont augmenté les sujets d'hygiène. Ça a été un vrai focus. Du coup, Haier et Midea, qui sont les deux leaders, ont explosé en chiffre d'affaires et en puissance de marque. En bas, vous avez les grands sites e-commerce chinois qui se sont développés, mais qui existent que grâce aux deux marques qui sont à droite, c'est-à-dire ZTO et SF, qui sont les grands logisticiens terrestres et aériens en Chine, qui permettent d'acheminer les commandes des consommateurs chinois, mais pas que, puisque SF Express, c'est aussi le grand air cargo chinois qui permet d'exporter tous les produits à travers le monde. Donc on le voit, la puissance et l'évolution des marques est tout à fait symbolique de l'évolution de la consommation des Chinois. L'autre grande tendance, c'est le consommer local. On y reviendra rapidement. Mais là, vous avez les 4 grandes marques d'alcool chinoises qui se sont aussi fortement développées ces dernières années. Et en bas, vous avez toute la partie dairies, donc les laits, les eaux, les sauces qui se sont développés. À droite, vous ne connaissez pas du tout, c'est normal. Ce sont les 2 grandes marques de médecine chinoise qui sont connues à travers le pays. Alors, on s'arrête là par rapport aux grandes marques, mais je voulais quand même citer Anta, qui a 20% du marché en Chine. Ce sont des marques de sport et ils rivalisent aujourd'hui avec Nike, on le verra dans quelques instants. Alors, ce qu'on retient, c'est 4 choses en termes de consommation. C'est que d'abord, les marques chinoises se sont fortement développées. On va en reparler dans quelques instants. Deuxièmement, effectivement, on va vers une premiumisation. Ça, c'est un phénomène nouveau. Troisièmement, le consommateur est très avisé sur la notion de prix. Il préfère des concessions, mais dans un certain contexte. Et le dernier point, c'est l'expérience client et la qualité du produit. Alors, on avance un petit peu et on rentre dans les key tendances. Alors, la première tendance, évidemment, c'est la hygiène en Chine. Et du coup, la hygiène en Chine, elle est née clairement le 15 août de cette année, quand le Parti communiste a autorisé la publication en ligne des agents intelligents et permettre du coup aux entreprises de rendre accessible pour le consommateur chinois et pour le monde des AI qui permettaient de travailler. Et donc vous avez une cartographie ici des grands acteurs de l'AI en Chine. On retrouve les usual suspects, du coup Baidu, Alibaba, Huawei, Tencent et autres. Mais ce qu'on remarque par rapport au contexte plutôt américain, c'est que là vous avez beaucoup d'universités chinoises qui ont énormément de chercheurs et qui
contribuent de manière très forte du coup au développement de l'écosystème de l'AI en Chine. On le voit ici en faisant cette comparaison du nombre effectivement des top développeurs d'AI modèles. Les Chinois sont, vous le voyez, vous avez 2 AI qui sont devant Microsoft par exemple, et vous en avez 2 autres qui se situent au-dessus de DeepMind. Donc c'est vraiment une compétition mondiale, et je me suis amusé quand même à mettre le drapeau européen, parce que comme vous l'observez, vous n'avez pas d'Européens dans le classement, ce qui pose quand même quelques questions. Alors, l'autre tendance, clairement je vous l'annonce, c'est vraiment cette idée Go Shao, c'est cette fierté chinoise. Vous avez une génération chinoise, c'est génération Z, qui est extrêmement fière de son pays et qui va du coup avoir des comportements de consommation qui vont les encourager à du coup investir sur des marques locales. Et là, c'est des campagnes de communication actuelles qui font rétro, mais qui ciblent complètement cette logique un peu du coup des traditions et dans lesquelles se retrouve complètement la génération Z en Chine. Vous le voyez, c'est d'autres campagnes qui reprennent les codes du coup des valeurs chinoises. On retrouve des phénix, on retrouve le thème de l'opéra, des vêtements traditionnels. C'est ce que les consommateurs chinois consomment beaucoup, et on le voit ici dans le graphique. Les jeunes entre 20 et 29 ans, vous le voyez, leur consommation des marques locales s'est fortement développée, à tel point que des marques américaines comme KFC ont carrément fait des campagnes reprenant les codes de la Chine antique, et c'est ce qui correspond et ce qui permet de performer. On cite du coup des marques chinoises très en forme, comme Li Ning. Je l'ai mis à droite, c'était un sportif chinois athlète qui a gagné aux Jeux de Séoul. Et du coup, sa marque, c'est une des plus connues en Chine. Il a 10% de part du marché en Chine. Et vous avez d'autres marques de sport. Vous voyez, Be Your Heritage. C'est vraiment cette logique à la fois de modernité et de rappel des traditions. J'ai ici positionné le classement des sportswear en Chine avec les 2 marques qu'on connaît, Adidas et Nike. Et j'ai rajouté les marques chinoises pour vous montrer à quel point maintenant les marques chinoises sont majoritaires dans la ventilation du CA directement en Chine. Donc il y a une vraie mobilisation, une vraie évolution de la consommation. Ici, vous avez des marques très prisé par les jeunes Chinois, Haiti. Vous avez Shish Cream, c'est l'équivalent d'Agendas, c'est hyper connu. C'est la glace, c'est plus cher qu'Existe, mais ça marche très bien. Intéressant de noter qu'ils ont un partenariat avec Martel, qui est français. Donc on voit la France quand même arrive à se positionner sur ces marques en forte croissance. Alors là, c'est un peu le phénomène du moment, c'est Shiforest. Donc eux, ils veulent carrément concurrencer Coca-Cola. Donc ils ont lancé le triple zéro, 0 sugar, 0 calories, 0 caféine. Et la jeunesse chinoise aujourd'hui, elle veut faire de Shiforest vraiment la référence en Chine dans la consommation d'eau et de soda pétillant. Vous avez des marques de mode comme Ossimen, ils ont effectivement un flag store à Shanghai, et puis d'autres marques vraiment pour les jeunes chinoises, Ubras qui s'est fortement développé. Alors tout ça n'est possible que si on prend en considération la Wanghong Economy. La Wanghong Economy, c'est l'économie des influenceurs et des influenceuses. Et en fait, il y a un mix entre à la fois la logique de consommer local, et comme c'est encouragé par les influenceurs et les influenceuses, c'est un effet multiplicateur, ce qui fait que c'est un phénomène qui s'amplifie. Voilà, et là je conclus par quelques illustrations. Deuxième tendance, qu'on n'a pas encore ici, c'est Instant Retail. Et du coup, c'est la capacité à pouvoir, en quelques minutes, sur une application mobile, commander directement une livraison. Donc, ça va être un produit de biens de consommation. Et vous avez des sites et des plateformes, par exemple comme Sephora en Chine, qui offrent des services qui n'existent pas en Europe ou aux États-Unis, où maillé à une logistique très fine, via des acteurs comme Yutang, vont vous permettre d'être livré en 30 minutes, extrêmement rapidement et de manière assez simple. Il faut savoir que, comme vous le savez, tout ce qui est mobilette et autres en Chine a été décarboné par la loi depuis des années, donc tout est à l'électrique, il n'y a plus de véhicules thermiques de cette taille, et vous avez un nombre de robots que vous voyez en bas à gauche qui ont commencé à se développer dans pas mal de grandes villes, et puis on a un certain nombre de livraisons par drone qui ont commencé à accélérer aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas d'époque, ce sont des choses qui fonctionnent et qui ont été déployées. On ne peut pas continuer la présentation sans parler de l'initiative d'Alibaba via sa filiale logistique qui s'appelle Chaniao, qui est présente en France via des lockers, mais en Chine, ils ont toute la logistique ainsi que les avions pour acheminer tous les produits. Alors ça, c'est un cas hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une marque française, Louis Vuitton, qui a, via un partenariat avec JD Logistique et avec justement SF Express, les avions, permis du coup à des consommateurs de pouvoir acheter du Louis Vuitton directement en ligne et de se faire livrer, vous le voyez, via un camion électrique, un livreur en gants blancs, hyper classe, comme si on était quasiment dans une boutique de luxe. Donc reprendre les codes du luxe dans la livraison et dans la last mile de manière extrêmement rapide, c'est des tendances qu'on va pouvoir suivre. Autre très grosse tendance, et là, c'est une discussion que je peux avoir à beaucoup de dirigeants du retail en France, c'est le C2M.
Alors le C2M, c'est la fin un peu de la R&D de notre côté, et c'est du coup l'analyse temps réel du comportement consommateur et la génération de ces insights directement aux usines, aux factories, qui vont designer et produire les produits qui sont demandés par les consommateurs basés sur la data qui a été générée et analysée par l'IA. Donc le C2M, on renverse complètement le chapeau. Et donc j'ai essayé de simplifier les éléments dans ce slide qui est amélioré, je vous l'accorde. En fait, en Chine, les sites e-commerce sont en même temps souvent des sites sociaux. Du coup, la donnée générée en termes d'insight, elle est multipliée par 10 parce que les gens, ils produisent du contenu et en même temps, ils achètent. Et du coup, ça permet de définir des patterns et des personas marketing, comme on le voit ici avec du coup l'exemple de la plateforme chinoise qui permet de générer du coup des nouveaux personas, d'envoyer l'info aux usines et les usines vont designer des produits, des services directement qui va cibler et qui va marcher. Donc voilà, on est passé de la R&D et du marketing driven à la logique de consumer driven process. Et tout ça nécessite énormément de données, d'analyse et une chaîne logistique extrêmement fine. Alors, l'autre tendance, c'est le développement des membership online stores. C'est l'idée où les prix ont été tellement fins et les marges sont tellement faibles que du coup, un certain nombre d'acteurs mettent en place un membership et du coup, les consommateurs adhèrent, c'est de la pure marge et ça vient compenser les faibles marges qu'ils ont sur les transactions. Un exemple, un seul, Italique. Donc, c'est des Chinois installés à Los Angeles et eux, c'est très simple. Vous voyez effectivement sur la veste, ils disent, nous, on la vend 495 $, mais elle vaut 6 000 € si vous l'achetez sur un retailer normal. Si vous achetez sur un retailer normal, vous avez une partie de la marge pour la boutique, une partie de la marge pour effectivement le retailer et une partie de la marge pour nous. Nous, vous achetez chez nous direct et ça va coûter 10 fois moins cher. Alors attention, le slide suivant est marquant, je vous préviens. Voilà. Ce slide, c'est celui-là. C'est la fiche produit de cette cocotte pour faire une daube dans votre four. Et en fait, vous avez le creuset, ils affichent carrément le prix, ils disent voilà, le creuset ils sont à 345, Staub ils sont à 320, les green and jaune ils sont à 120, nous c'est 60. Voilà. Ok? Je vous avais prévenu, hein? Je vous avais prévenu. Ok. Tendance suivante, le online to offline. Effectivement, avec le retour du monde physique, on a en fait beaucoup de monde en magasin. Et pour essayer de fluidifier la friction en caisse et limiter la frustration, il y a tout un univers qui s'est créé de online to offline. Et donc, des exemples concrets, par exemple, Starbucks, vous commandez tout en ligne et vous venez en 2 secondes le récupérer. Ou des trucs un peu plus fins, des grosses plateformes sur la maison qui vous géolocalise et qui vous indique la boutique la plus proche. Voilà. Donc ça a l'air traditionnel, mais en même temps, ça fluidifie pas mal la transaction. Tendance suivante, la reconnaissance faciale. Donc il y avait l'avant et l'après-Covid. L'avant-Covid, ça se mettait en place progressivement. Là, tout est en reconnaissance faciale. Donc tout est en train de passer comme ça. Donc il y a les cas de paiement au supermarché, il y a les cas de paiement au resto, et la nouveauté, là-bas, c'est la fin du pass Navigo. Le Navigo, c'est votre visage. Et donc du coup, dans le métro, vous reconnaissez votre visage, et vous repayez chaque fois, et du coup, vous repassez les mains dans les poches. Le sujet suivant, c'est le mobile payment qui a aussi évolué post-Covid. Vous avez du coup Alipay qui est passé devant WeChat Pay. WeChat, on en parlait souvent, c'était très influent. Mais aujourd'hui, la puissance servicielle de l'application Alipay rend extrêmement sticky son usage. Et du coup, en termes d'utilisation de paiement, c'est vraiment passé devant. Vous voyez, les cartes bleues UnionPay, c'est plus que 45%. On note quand même Apple, qui est un acteur américain, qui c'est quand même 22% des transactions, ainsi que PayPal, 11%. Donc là, c'est l'inverse. Il y a quand même encore pas mal d'Américains dans le paiement en Chine. Sur les réseaux sociaux, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je vais juste vous partager mon chouchou. C'est Xiaohongshu. Donc ça, c'est la plateforme sur laquelle je suis moi depuis un mois. Et donc c'est vraiment le Instagram chinois dans lequel vous avez toutes les marques de mode, vous avez tous les influenceurs. Et ce qui est particulièrement intéressant, ça c'est la page d'accueil du site. Ce qui est particulièrement intéressant, donc vous voyez, je me retrouve entre pairs, 70% des femmes, bon ok. Entre 18 et 34 ans, bon ok, c'est pas moi non plus. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'à droite, vous avez des agences de KOL en Chine qui montrent qu'effectivement cette plateforme est la plus prisée en termes d'investissement, en termes de contenu et en termes d'investissement média. Donc on est vraiment sur une plateforme en croissance, donc c'est très intéressant. Et là du coup, ça c'est mon compte. Donc comme j'ai mis Nearby Paris, j'ai en direct
toutes les publications de tous les touristes chinois qui sont à Paris actuellement, et c'est intéressant d'avoir l'œil de Paris vu de touristes chinois en plus de CSP+. Pour toutes les marques de luxe qui nous suivent, je pense que vous avez des insights intéressants à observer. Voilà, donc alors j'ai écrit en chinois, c'était assez rigolo, on m'a répondu en chinois, je ne savais pas ce qu'il racontait, mais en tout cas, le test est intéressant et la plateforme est extrêmement advanced par rapport à Instagram qu'on connaît. La tendance suivante, qu'on ne pourra pas trop développer non plus, mais c'est toute la partie e-commerce qu'on a mis dans le rapport, et là on va avoir effectivement un rappel. On rentre dans les 10 ans de l'intervention de Xi Jinping à Shenzhen, où il a dit, voilà, nous on achète au monde et on vend au monde. C'est notre volonté par rapport à l'ambition du e-commerce et du cross-border. Donc c'était le 10 mai 2014, et ben là c'est exactement ce qui s'est passé. Un rappel des grandes plateformes e-commerce, mais là encore on est un peu speed. Pareil, mon chouchou, c'est Pinduoduo, je l'ai su depuis le Covid. Pendant le Covid, vous ne vous rappelez pas forcément, mais il s'était connecté à tous les agriculteurs chinois pour permettre de la vente directe, du coup, des agriculteurs et des fermes jusqu'aux consommateurs chinois. Okay, ils ont défini un modèle d'AI extrêmement puissant et qui permet du coup de mailler justement à la fois les usines, les campagnes et le consommateur chinois. Et juste pour info, en fait, Temu, que vous connaissez, en fait c'est Pinduoduo, c'est juste l'application cross-border de cette plateforme. Ça a tellement bien marché en Chine qu'ils se sont dit on va faire une application à l'export qui s'appelle Temu et c'est devenu numéro 1 effectivement extrêmement rapidement et ça a pris la place de Shein. Vous voyez, donc c'est très intéressant parce que souvent on se dit mais en fait ouais c'est loin, mais en fait une fois qu'ils ouvrent leur modèle de données et que l'AI a vraiment appris beaucoup de choses, et ben ça rentre sur un marché, c'est très puissant. Juste ici je vous ai remis les cours de l'action hier et vous voyez la différence entre Alibaba et Pinduoduo. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo entre les deux. OK ? On continue. Alors, le point qui est intéressant, une fois qu'on a compris que beaucoup de choses à basculer en ligne, ce qui reste, c'est les boutiques du coin. Ce qui reste, c'est les convenience stores. Et ça sera un de mes derniers points. Ici, je vous ai mis les statistiques de consommation de points de vente en Chine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'essaie de highlighter e-commerce et hypermarket. Comme vous voyez, les supermarchés, ils sont passés de 19% en 2019 à seulement 14%. Donc quasiment moins 25% de consommateurs chinois qui prennent leur voiture ou leur moyen de transport pour aller à l'hypermarché. Et du coup, le reste, c'est-à-dire que le e-commerce, lui, il est passé de 22 à 29%. Donc il reste quoi ? Il reste le magasin à moins de 300 mètres. Et lui, il va toujours exister. Et lui, il est en train de se transformer. Et là, il y a des choses à faire, il y a des choses à apprendre pour nous ici. Premier cas, bon ça c'est hyper marrant, parce qu'évidemment, Lawson, je ne sais pas si vous êtes allé à Tokyo, mais Lawson c'est une marque japonaise qui s'est aussi beaucoup développée en Chine. Là, ils ne se prennent pas la tête, ils ont des magasins containers, et du coup, en quelques minutes, ils viennent arroser toute une zone de chalandise pour permettre de vendre des produits, des biens de consommation. Là, il y a tout clé en main, vous avez carrément la caméra de sécurité qui est déjà intégrée, avec une clé 5G, ça y est, c'est parti, vous ouvrez votre boutique. Donc c'est sûr que les permis d'ouverture et pas de porte qu'on connaît, c'est pas exactement la même problématique. Point suivant, c'est Bian Lingfiang. Donc lui, c'est un fou furieux de l'AI. Il allait peut-être aller un peu trop loin. Il y a quelques campagnes en Chine comme quoi il est un peu trop loin. Le responsable du magasin arrive le matin. L'AI a tellement analysé qu'elle va lui dire exactement non seulement où il doit remplir les produits, mais comment il modifie le facing du magasin basé sur l'AI. Donc là, c'est presque aller trop loin. Donc le mot que j'ai utilisé, directeur de magasin, est-ce qu'il a vraiment un sens à un moment où l'AI décide de tout jusqu'au placement des produits dans le magasin? L'autre que je suis de près, c'est Mei Yingjiang. C'est en fait, ils vont ouvrir 50 000 boutiques en Chine. Et tout va être en reconnaissance faciale au niveau du paiement. Et donc, ça permet d'avoir un réseau extrêmement important. Et là aussi, ils ont un maillage très intéressant. Ceux qui souffrent, mais qui investissent, c'est les hyper. Du coup, RT Mark, ils ont commencé à refaire tous leurs intérieurs. Vous voyez, c'est magnifique. Et donc, pour attirer le consommateur sur site, il faut effectivement lui proposer une vraie expérience et ce qui est proposé. Alors, pour finir, je vous propose de nous rejoindre. On sera à Shanghai cette année. On a pas mal de demandes de tours du coup à Shanghai. Et on a sélectionné les 30 meilleurs floor tours et stores dans Shanghai. Et je vous encourage du coup à nous contacter puisqu'effectivement, on suit en temps réel les évolutions des pop-up stores, on suit en temps réel les ouvertures de flag stores, ainsi que toutes les parties extrêmement intéressantes à visiter pour vous inspirer, vous trouver des bonnes pratiques et vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment je pourrais faire avancer les choses. Voilà, merci beaucoup.